Alors, je vais m'empresser de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Pierre Grandufay, vous êtes un chef d'entreprise, mais aujourd'hui, vous avez une autre casquette. Vous êtes conseiller régional PACA et président de la commission économie et emploi, la très importante commission économie et emploi, puisque c'est une des priorités affichées du conseil régional et l'une de ses compétences également. Alain Gargani, qui est ici avec sa très discrète cravate orange, est président de la CGPME des Bouches-du-Rhône. Il représente ici aussi le président régional de la CGPME. Jean-Luc Montel, qui est à côté, est le président du MEDEF PACA, réélu, si j'ai bien compris, brillamment. Frédéric Ronal est le président du comité départemental des banques. Il est juste ici à côté de Nicolas Bouzou. Et puis donc les deux représentants de vos professions, Manuel Ibanez et Mohamed Lakila. Alors, on va... je déteste cette émission que je trouve populiste, mais le titre est pas mal. C'est on va refaire le match. Je déteste cette émission, on dirait le café du commerce, mais nous, on ne va pas faire ça version café du commerce. Vous avez entendu un certain nombre de constats qui ont été dressés par Nicolas Bouzou dans cette photographie de l'économie régionale. Comment vous les percevez? Est-ce que vous les partagez? Est-ce que c'est ce que vous entendez dans les institutions que vous présidez ou vous-même, M. Grandufay, quand vous rencontrez des chefs d'entreprise? Sur la question de la croissance qui est réelle et qui, dans cette région, aurait peut-être même été un tout petit peu plus rapide qu'ailleurs. Est-ce que vous êtes en phase avec ce constat-là, M. Grandufay? Je n'en sais rien. Je prends acte des chiffres et des remarquables commentaires de M. Bouzou. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Oui, je pense que c'est le cas. Pour ce qui concerne la région, je partage effectivement les analyses qui ont été faites. Je voudrais revenir sur deux points, celui de la clusterisation et celui de l'investissement. Pour ce qui concerne la clusterisation, je pense qu'effectivement c'est indispensable de réunir des entreprises dans un écosystème, pas uniquement des entreprises qui sont dans le même domaine d'activité, mais des entreprises qui ont intérêt à se retrouver ensemble pour bien fonctionner et pour améliorer les performances individuelles des unes et des autres. Et c'est ce qu'on va faire, puisque dans le programme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un élément qui est très important. Une des pierres principales de ce programme, c'est la constitution des OIR, des opérations d'intérêt régional. Et donc, c'est le regroupement de filières au sein d'écosystèmes. Et c'est un peu peut-être la clusterisation dont vous parlez. Je partage parfaitement cette vision des choses. Et c'est un programme qui est en marche et qui sera réalisé rapidement. Pour ce qui concerne l'investissement, je déplore aussi le fait que l'investissement est insuffisant. Et nous avons entrepris, dès notre arrivée à la région, une démarche en ce sens. Et nous avons créé un outil qui s'appelle le guichet unique. C'est-à-dire qu'on a rencontré tous les partenaires de l'investissement de la région, que ce soit les incubateurs, les fonds d'investissement, les sociétés d'affacturage, les banques, les institutions publiques, l'ordre des experts comptables qui a beaucoup participé. Et nous avons créé un guichet unique, c'est-à-dire une équipe de conseillers experts à la région que toutes les entreprises de la région peuvent appeler, un numéro unique qui est le 0805 805 145, et qui prend l'engagement en 15 jours d'apporter une réponse à votre problème de financement. Je termine par ça pour vous dire que vous soyez commerçant, artisan, chef d'entreprise, de PME, porteur de projet, vous pouvez appeler le guichet unique, soumettre votre question du financement et le guichet unique prendra votre dossier, vous apportera une réponse dans 15 jours à l'aide de tous nos partenaires. Ce qui sous-entend que la volonté et la capacité d'investir existent au préalable, hein, on est bien d'accord, parce que là vous offrez la possibilité d'être informé et accompagné, mais pour ça il faut vouloir et déjà pouvoir aussi. Mais je crois que notre rôle en tant que collectivité territoriale, c'est d'inciter les entreprises à investir pour augmenter le deal flow global, pour augmenter le PIB de la région, et notre rôle c'est à la fois d'apporter des réponses, mais aussi de les inciter avec ce genre de dispositif. Alors on va certainement reparler de la clusterisation et puis de ce dispositif-là. Je vais me tourner vers Alain Gargani parce que je me disais en écoutant Nicolas Bouzou que ses oreilles de président de la CGPME devaient siffler parce que finalement il veut vous dépouiller, Nicolas Bouzou. Il dit ce qui est petit doit devenir grand. Alors, à notre terme, la CGPME est finie. Alors, ma voix, pour une fois, est un peu cassée, donc je ne vais pas parler très fort. Merci de votre accueil. D'abord, merci Président Mohamed Lakila, c'est toujours un plaisir d'être ici. Nicolas, moi je me régale chaque fois que je l'entends, c'est un bel orateur. C'est vrai que les chiffres ont l'air d'être tellement clairs qu'on a tous l'impression d'être fans.
Ça sent le mais. Mais. Sauf que, voilà. moi j'ai une image, je fais un peu de montagne de temps en temps, et on vous annonce la météo, on vous dit, voilà, il fait 0. Ça, c'est le temps annoncé. Et puis après, vous avez le ressenti. Quand vous êtes en haut de la montagne, vous prenez moins 15. Hein, dans le ressenti, vous êtes à moins 15. Eh bien oui, les TPE, les PME, les commerçants, ils sont à moins 15. Ils ne sont pas du tout dans le ressenti de la croissance. Ils sont en difficulté. Et pour l'investissement, c'est normal. Aujourd'hui, les TPE, les PME, vous le voyez, vous, au quotidien, ils sont en difficulté, ils sont frileux. On leur met chaque fois de plus en plus de choses dans la marmite. La dernière, c'est au 1er juillet, c'est la pénibilité. Comment vous pouvez imaginer un instant qu'un commerçant puisse être derrière son collaborateur pour compter le nombre de kilos qu'il porte par jour? C'est être un grand énarque pour penser ça. Donc c'est clair que l'investissement aujourd'hui pour les TPE-PME, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de vision d'avenir. Alors après, moi je crois qu'il y a un état d'urgence aussi à produire. Vous avez parlé du tourisme. Oui, le tourisme dans certaines régions, eh bien oui, c'est le fer de lance, et dans le sud en particulier, c'est un des acteurs majeurs. Et je crois que quand il y a des phénomènes cataclysmiques comme nous avons découvert, je crois que là aussi il faut un vrai courage et porter des vraies solutions. Et je crois que pour l'instant on n'a pas eu, on a eu des balbutiements, des guerres de discussion, mais concrètement au quotidien, les hôteliers, les restaurateurs ont souffert. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors oui, je vous rassure, l'année prochaine, ils ne feront pas d'investissement, ces gens-là non plus. Alors je voudrais simplement, pardonnez-moi de vous couper, mais on m'a dit, tu peux y aller, dis ce que tu as à dire, si tu as des questions impertinentes, pose-les, donc j'en profite. Ce schéma-là, la présidente, qui est la maire de Cassis, ce tableau que vous êtes en train de décrire, elle ne dit pas ça du tout. Elle dit, dans les Bouches-du-Rhône en tout cas, puisque c'est sa zone de compétence en tant que présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme, ici on a résisté. On a résisté, voire même dans les 6 premiers mois, on a gagné. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de décrire un tableau qui est noirci Écoutez-moi. Oui. Non, mais vous posez la bonne question. Moi, je suis organisateur de congrès, d'événements. Je travaille tous les jours avec des hôteliers. C'est vrai que souvent, c'est un peu comme les commerçants quand on va les voir. Ils nous disent ça va jamais bien. Sauf qu'au mois d'août, en particulier, ils ont fait entre moins 15 et moins 30% pour certains. Et ça, c'est des chiffres réels. Alors moi, là, je parle de Marseille. C'est vrai que je ne suis pas allé voir Cassis, parce que c'est vrai que Cassis, c'est quand même un endroit un peu privilégié. Alors, on ne va pas faire un débat sur le tourisme dans le détail, mais en tout cas, ce que je retiens de votre premier commentaire, c'est il y a les chiffres et puis il y a le ressenti des chiffres qui n'est pas tout à fait le même. Est-ce que vous confirmez du côté du MEDEF ce ressenti ? Alors nous, on a fait un cluster syndical, puisque au MEDEF, il y a des petits, des moyens et des gros. Donc, comme ça, ça nous donne la possibilité d'avoir une vision plus large. Mais on a d'excellentes relations avec nos amis de la CGPME, parce qu'à part souvent la marque, peu de choses nous différencient dans la réalité. Pour répondre à votre question... oui, j'en avais posé une d'ailleurs. Et pour faire un éclairage, peut-être le dernier sur le tourisme, même si c'est un des 2 piliers de l'économie de notre région, j'ai 5 métiers, dont celui d'être hôtelier dans l'arrière-pays. Et nous, on fait le plus bel été qu'on ait jamais fait, avec des niveaux de progression de l'ordre de 25%, ce qui est significatif. Et en particulier, ça va faire plaisir à Nicolas, c'est que dans le cadre de changement de l'équipe de direction, on a eu la chance de recruter quelqu'un qui était très féru sur les réseaux sociaux, et on a eu une animation sur le web qu'on n'avait jamais eue dans le passé. Et je pense que ce recrutement et ce côté agressif sur les différents sites de réservation qui sont nos partenaires ont été sans aucun doute le moteur de l'évolution de notre activité cet été. Le bâtiment qui reprendrait des couleurs? Alors effectivement, on est dans une conjoncture de taux très bas. Le PTZ est un accélérateur important. Donc on le voit dans le volume de financement aux particuliers qui est très très important, qui est mon deuxième cœur de métier à travers la franchise que nous avons créée qui s'appelle monmeilleurbanquier.com. Tu es adorable sur tes relances, c'est parfait. Et effectivement, on connaît une volumétrie d'activité qui est très très élevée sur cette activité, et ça me permet de rebondir sur un travail que nous avons fait au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par le MEDEF PACA et ses équipes, que je remercie, qui est le premier observatoire de la fiscalité locale des entreprises. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec la réforme de la taxe professionnelle, certains élus pensaient qu'aujourd'hui, accueillir des entreprises, ça n'avait pas de sens économique. Je rappelle ici, aux experts comptables que vous êtes, qu'aujourd'hui, les entreprises de ce territoire donnent plus aux collectivités qu'ils ne payent d'impôts sur les sociétés.
C'est quand même important. 37 milliards d'euros au niveau national contre 35 pour l'IS. Donc il y a une vraie réalité. Et vous l'avez dit également, Nicolas, tout à l'heure, c'est qu'en matière d'investissement, on s'aperçoit que l'investissement industriel est en croissance, mais que l'investissement public ne l'est pas. Et pourquoi il ne l'est pas? Pour une raison simple. C'est que dans un niveau de croissance quasiment à tonne sur les chiffres que nous avons analysés, c'est-à-dire 2011 à 2014, ce sont les chiffres disponibles, on s'aperçoit que là, on a une croissance de 1,1, 1,2. On a une évolution de la fiscalité qui pèse sur les entreprises qui dépasse 15% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 15% de progression. Et ces 15% de progression sont allés financer quoi? Du fonctionnement et pas d'investissement. Et donc, nous, on a tiré la sonnette d'alarme sur le fait que l'intercommunalité est un échec français parce que c'est une machine à générer du fonctionnement et ça a tué l'investissement. C'était pas ta question. L'intercommunalité est une machine à tuer l'investissement alors que le MEDEF a fait campagne pour la métropole comme jamais une organisation n'a fait campagne pour la métropole. Oui. Les bras m'en tombent. Non. C'est qu'aujourd'hui, les chiffres que nous analysons, c'est l'interco. On n'a pas étudié les métropoles, on a étudié les intercommunalités. Les petites intercommunalités. Exactement. Mais cependant, la métropole sera ce que les élus en feront. C'est-à-dire que moi, je remets pas en cause l'outil. Je trouve pertinent et intéressant de regrouper des moyens et des hommes pour élever le niveau de service qu'on doit aux citoyens et faire des économies d'échelle. Sauf que malheureusement, l'élu, à partir du moment où il s'éloigne de la portée de baffe du concitoyen, il y en a un qui est à portée de baffe de plein de concitoyens, mais lui, il est chef d'entreprise, donc il n'est pas comme les autres. Vous avez parlé de monmeilleurbanquier.com. Nous, notre meilleurbanquier.com, il est là, c'est Frédéric Ronald. Oui, président du comité départemental des banques, il est palpable. Osé, C'était capillotracté aussi, mais j'assume. On parle beaucoup d'investissement, vous êtes un des témoins privilégiés de l'investissement. Les banquiers sont évidemment ceux qu'on va solliciter. Ce phénomène-là, vous le ressentez, cette baisse de l'investissement ou cette appétence moins grande à investir, et vous l'expliquez comment? C'est difficile d'expliquer. Est-ce qu'on le ressent? Oui, évidemment. Évidemment, on le ressent. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est en train un petit peu de revoir un certain nombre de fondamentaux qu'on croyait ancrés vraiment dans le marbre et qui sont finalement, si on regarde bien, on se disait on n'a jamais eu une conjonction de facteurs aussi favorable. On a un euro qui s'est déprécié par rapport au dollar et qui favorise nos exportations, en tout cas en théorie. On a un coût des matières premières qui n'a jamais été aussi bas. On a un coût du transport dont nos grands amis transporteurs maritimes et certains Marseillais d'ailleurs souffrent des effets de coûts de transport qui sont exceptionnellement bas. Et enfin, on est capable aujourd'hui d'emprunter à des taux qui sont totalement fous puisqu'il n'y a plus de taux quasiment. Donc on se dit tout ça devrait finalement favoriser l'investissement puisque si tout est moins cher, il n'y a aucune raison de ne pas investir. Et en plus, quand on a de la ressource, quand on a des dépôts, quand on a de la trésorerie, elle est excessivement mal rémunérée. Et finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, et on le voit bien, nous on constate bien que la demande de financement des investissements n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Ce qui veut dire qu'il y a un petit ressort qui manque, et ce petit ressort, c'est vraiment la confiance. Mais ce petit ressort, c'est le même que sur l'export. On observe les mêmes phénomènes sur l'export, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'export, dans notre région, en France de façon générale, ça c'est culturel, mais dans notre région, il a du mal parce que l'investissement, l'emploi, l'export sont des domaines qui demandent de l'énergie, de la confiance, de l'optimisme, et un peu de visibilité. Quand on n'a pas tout ça, on n'investit pas, on ne se lance pas à l'export, on ne va pas aller chercher les difficultés qu'on a déjà du mal à résoudre sur notre territoire, on n'embauche pas parce qu'on ne sait pas débaucher, et puis eh bien, on se replie, on a tendance à se replier sur finalement ce qu'on sait faire de mieux. Je pense que ça, c'est la vraie problématique de notre territoire, et puis un peu de problématique française, mais c'est notre territoire, c'est assez fort. Il y a une spécificité PACA En tout cas, moi je travaille dans cette région, et ce que je constate, c'est que dans cette région, il y a cette espèce d'attentisme, de pessimisme, on a du mal à sortir de cette espèce de morosité. Et c'est ça qui contrarie l'investissement. Sur le deuxième sujet dont Nicolas parlait très bien, mais j'apporterai un petit bémol, qui est sur faire grandir nos entreprises. Évidemment, faire grandir nos entreprises. C'est l'enjeu, c'est tout ce qu'il faut faire. Sauf qu'une entreprise, ça ne grandit pas de façon linéaire. C'est comme un être humain. Il y a des étapes à passer. Et il y a certaines étapes qui sont plus difficiles à passer que d'autres. Et sur ces étapes-là, on va certainement avoir besoin de revoir un certain nombre de dispositifs d'accompagnement
Pierre en a parlé. Le guichet unique, ça va servir aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a des étapes particulièrement critiques de la vie d'une entreprise, y compris dans sa phase de croissance. Et ces entreprises et ces phases-là, on a du mal aujourd'hui à apporter toutes les réponses qu'on devrait apporter. C'est le cas notamment de l'entreprise lorsqu'elle passe de la jeunesse, de l'enfance à l'adolescence. Lorsqu'une entreprise qui fait 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires ambitionne d'en faire 15 ou 20. Il y a une étape difficile, compliquée. Là, on n'a plus besoin d'emprunter 100 000 euros, on a besoin d'emprunter 1 million. C'est plus pareil. Et puis, il y a une étape qui est celle du retournement. L'entreprise, elle peut dans sa vie rencontrer des difficultés. Et à certains moments, elle sort de ces difficultés. Et par contre, elle a besoin de rebondir. Et pour rebondir, elle a besoin d'un coup de main. Il n'est pas facile à donner à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire grandir nos entreprises, mais on va devoir être un petit peu plus précis que ça. Il va falloir trouver à certaines étapes des moyens d'accompagner des entreprises qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'étage du dessus. Alors, on va voir ce que pensent les experts comptables et les commissaires aux comptes. Manuel Ibanez a fait à plusieurs reprises ce rictus très particulier, suivi de ça, qui voulait dire j'ai envie de dire quelque chose et je ne suis pas d'accord. J'ai envie de dire quelque chose, effectivement. Alors. D'abord, quand on parle d'économie régionale, moi je suis un fan de l'histoire. Étant autrefois, dans ma jeunesse, d'un certain courant politique qui savait que l'histoire se déroulait sur des siècles, j'ai dit à Marseille, la région, c'est une région de négoce, c'est pas une région d'industrie. Donc la région marseillaise, l'industrie est arrivée petit à petit au fur et à mesure de l'évolution, mais ce n'est pas une tradition industrielle contrairement à Lyon et autres. Donc je veux dire, on a tendance à vouloir faire immédiatement du profit ou immédiatement des pertes, mais on n'investit pas dans le long terme. Peut-être que c'est en train de changer, ça serait très bien. Donc je veux dire, si aujourd'hui on exporte, j'aimerais bien savoir si on exporte par du négoce ou on exporte par de la production propre. C'est deux choses différentes. Des négociants, j'en ai beaucoup dans ma clientèle qui exportent beaucoup, mais c'est du négoce. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire des risques immédiats, mais je dirais des réductions immédiates de coûts. Donc, autrement dit, aucun investissement à long terme, aucune richesse à long terme. Et ça, c'est une spécificité de notre région, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de changer par l'apport à la fois de l'industrie lourde, d'Airbus, de la métallurgie, de toutes des activités nouvelles avec la Déroussé et compagnie. Et c'est une bonne chose, mais peut-être qu'on est en train de changer le modèle économique. Mais là-dessus, quand même, il faut faire très attention aux statistiques, parce que c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est pour la région. Maintenant, pour ce qui est je dirais, de l'aide aux entreprises, ce que disait notre ami Ronald par rapport à ça, il est évident qu'une entreprise, au cours de sa vie, elle a besoin d'accompagnement de la part des banquiers. Mais quelque part, il faut aussi que l'entreprise ait les outils, certes institutionnels et bancaires, pour pouvoir se développer, mais qu'elle arrive à capitaliser suffisamment. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est la non-capitalisation des entreprises. On n'a pas assez de capitalisation. Le banquier, si je veux le voir que j'ai 2 millions d'euros sur mon compte, il me prêtera 1,5 million ou 2 millions d'euros pour investir. Si j'ai 100 000 euros de capital et que je perds de l'argent, je veux dire, j'ai un projet exceptionnel sur l'Algérie, je dois financer un marché, etc. Et dire, oh là là, l'Algérie c'est compliqué. Deuxièmement, la COFA ça ne marche pas. Troisièmement, là, je ne finance pas. Résultat, l'entreprise meurt. L'entreprise qui a 2 millions, elle peut y aller. Celle qui ne veut pas, elle ne veut pas y aller. Donc, c'est la capitalisation de l'entreprise. Et ça, la capitalisation de l'entreprise, ça veut dire qu'il faut du profit, mais il faut aussi qu'on laisse l'entreprise faire du profit. Et aujourd'hui, le problème qu'on a dans notre structure, non pas régionale, mais nationale, c'est qu'on n'a pas de politique d'investissement du profit dans l'entreprise. On a une politique qui est une politique de sanction. Alors, contrairement, M. Bouzou, vous avez, moi je regarde comme vous un peu ce qui se passe autour de l'Europe, mais on est le pays le plus cher en impôt société. On n'a pas de processus de cadeau, je dirais, à la capitalisation des entreprises. Et ça, c'est important. Après, je ne vous parle pas des charges sociales, etc., ça devient trop long. Voilà, monsieur. Bien, alors, Mohamed, et après on recommence sur d'autres thèmes que j'ai envie d'aborder avec vous. On a parlé beaucoup de ressenti. Moi, je n'ai pas de ressenti en tant qu'expert comptable. Donc, je vous livre à vous qui avez ce ressenti des chiffres froids, des chiffres qui émanent de nos entreprises. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec le baromètre. Moi, je suis heureux d'ailleurs de retrouver à peu près les mêmes acteurs autour de cette table ronde. Rappelez-vous, je m'étais engagé à ce que le baromètre sorte tous les trimestres, avec l'aide de Nicolas, pour toute l'année, en tout cas l'année de ma mandature, puisque je termine en fin d'année. J'espère surtout que les successeurs poursuivront cette démarche. Je vois que les chiffres que nous sortons tous les jours, qui sont réclamés par Pierre à côté, il les veut, ces chiffres.
tous les mois, nous leur fournissons à la région des chiffres bruts. Ce n'est pas du ressenti. Quand on dit que les entreprises qui font moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires, moins de 500 000, sont en difficulté, c'est les chiffres qui nous donnent ça. Ce n'est pas un ressenti. On peut avoir effectivement un ressenti, mais là, on a des chiffres qui sont là, et c'est la réalité. Quand on dit qu'on est mauvais au niveau de la région en export, alors que nous sommes un port, ça, ce n'est pas un ressenti, c'est des chiffres. Quand on dit que la croissance, d'ailleurs observée sur le premier trimestre, le second trimestre, elle est même supérieure au national. Ça, elle est tirée, Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, par le bâtiment. Donc on peut me dire ce qu'on veut au niveau du bâtiment. Quand on dit c'est la construction qui tire vers le haut, ce n'est pas un ressenti, c'est des chiffres. Là, c'est l'activité du bâtiment, c'est le chiffre d'affaires qui a été pris en compte. Ça n'est pas le résultat, puisque les marges dans le bâtiment sont proches de zéro, et c'est ce qui les met en difficulté. Et les travaux publics, comme l'a dit Nicolas Bouzou, donc nous, on s'est engagé, en tout cas au niveau de la profession, à donner aux décideurs. L'expert comptable, il est décideur dans son cabinet, chef d'entreprise dans son cabinet, il va gérer son propre cabinet. Par contre, il accompagne ses clients. Et nos clients, en tout cas les décideurs à ce niveau-là, ils ont besoin d'informations fiables. Elle est fiabilisée bien évidemment par le travail qui est fait aujourd'hui par le Conseil supérieur, par cette récolte de chiffres, par cette analyse. Les chiffres qui vous sont délivrés demandent du travail. Le cabinet de Nicolas travaille des jours et des jours. On leur a mis la pression pour avoir des chiffres aujourd'hui, ils savent de quoi je parle. Les chiffres annuels sont d'abord analysés. Ils sont projetés aujourd'hui, c'est des chiffres qui ont été analysés. Donc là, ce n'est pas du ressenti, c'est des chiffres. Donc tous ces outils qu'on vous donne, messieurs, parce que je ne vois pas de dames autour de la table, c'est pour aider à la prise de décision. La région a besoin de ça, pour voir quel est le secteur qui mérite d'être accompagné, d'être aidé. Nous-mêmes, au travers de ce que nous voyons, nos propres clients, quand on va les accompagner, on va dire, attendez, il y a un secteur qui marche un peu mieux, votre taille d'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas suffisante, il va falloir peut-être vous rapprocher, peut-être racheter une autre entreprise, il y a des secteurs qui marchent mieux que d'autres, etc. Sur l'export notamment, nous avons entrepris au niveau de la région une vraie démarche d'accompagnement des cabinets. On sait que dans nos portefeuilles, y compris les petites entreprises, il y a des pépites. Il y a des pépites qui pourraient exporter, qui ne le font pas. Par méconnaissance, peut-être, de tous les dispositifs. Et demain, on interpellera le secrétaire à la simplification. Parce qu'on parle de simplification. Alors, je fais un peu de publicité quand même pour la conférence de demain. Vous savez très bien, dans les cabinets, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on parle de simplification, les entreprises savent de quoi on parle et Alain tout à l'heure l'a rappelé. Voilà, donc le rôle de l'expert comptable, c'est cette vigie qui permet aujourd'hui de fiabiliser des données, de vous les donner. On a passé une convention récemment avec le comité des entreprises, le rôle de l'expert comptable aussi. Là où il n'y a pas de commission en compte, où ils risquent même de disparaître. Ils le savent très bien au niveau des banques. Un banquier, bien évidemment, il a un ressenti, la confiance, tout ce que vous voulez, mais il a besoin aussi de certification, il a besoin aussi d'attestation. Et on parlera encore de l'attestation de l'expert comptable, que les banquiers vont probablement de plus en plus demander, puisque ça fait partie de notre convention. J'ai noté un élément quand même assez inquiétant dans les propos de Nicolas Bouzou, c'est cette phrase selon laquelle la France, et la région en fait partie, est bien partie pour louper la mutation économique. Est-ce que, Pierre Gond-Dufay, c'est ce que vous constatez depuis que vous êtes en fonction? On est en retard ou pas? Non, mais c'est une phrase qui est douloureuse. C'est trop compliqué pour moi, je suis incapable de vous répondre. Vous croyez? Ce que je peux dire, c'est que je constate un volume d'innovation extrêmement important. Je constate des secteurs dans lesquels nous sommes des leaders mondiaux, ici en région, et je constate un mouvement d'innovation permanente. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Donc il a peut-être été un peu excessif, Nicolas Bouzou, il va nous répondre. Non, il y a beaucoup d'innovation dans la région, bien sûr, et on voit bien, il y a beaucoup de nouvelles entreprises, il y a un vrai dynamisme, il y a beaucoup de start-up, donc c'est vraiment, là encore, un socle sur lequel il faut s'appuyer. Mais au fond, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est pourquoi, alors qu'on a plein de start-up, alors qu'on a beaucoup de création d'entreprises, pourquoi est-ce qu'on n'investisse pas globalement et on n'exporte pas globalement? C'est ça le sujet. Et pourquoi est-ce qu'on a quand même 11% de chômeurs?
Et ça, c'est vrai dans toute la France, parce qu'il y a toujours ce discours selon lequel on est super innovant, etc. Oui, mais c'est de l'innovation qui fait 1% de croissance sur le long terme, donc ça ne va pas. Et la réponse, en réalité, enfin, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, et là encore, sur les questions de droit du travail, de réglementation. Mais il y a un sujet sur lequel la région, justement, peut avoir, je pense, un impact très positif, c'est la question des financements. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que l'on voit, c'est que pour une entreprise, aujourd'hui, trouver des financements pendant la phase, disons, de l'amorçage, au début de l'existence de l'entreprise, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup d'argent en France, il y a beaucoup de dispositifs, c'est parfois un petit peu compliqué. Alors je sais que vous faites ce travail de cartographie et ça me semble extrêmement une excellente démarche, une démarche très positive, mais il y a beaucoup d'argent, ça s'est plutôt renforcé avec la BPI. Ma conviction d'ailleurs, c'est qu'il y a même un peu trop d'argent à ce stade. Enfin, les entreprises qui n'arrivent pas à trouver d'argent pour démarrer en France, c'est quand même qu'il y a sans doute un problème dans leur projet. Mais quand on est en phase de transformation économique, pour certaines entreprises, pour certaines startups qui ont bien démarré, il y a un moment où il faut être capable de lever de 10 à 100 millions d'euros. Pour certaines, vraiment dans certaines... Alors, je prends toujours un exemple qui est un exemple extrême, mais quand Elon Musk a fait SpaceX, il a apporté lui-même 100 millions d'euros. Bon. Alors SpaceX, c'était une start-up, hein, c'est-à-dire que c'est une entreprise donc, qui fait des lanceurs spatiaux, mais il est parti de rien. Ça n'est parti de rien. De rien. Et aujourd'hui, celui qui faisait des lanceurs spatiaux, c'était la NASA et Ariane. Et lui, il s'est dit, la NASA et Ariane, c'est un peu trop cher, donc moi, je vais faire une start-up, ce qui a très bien fonctionné. Il y a eu quelques problèmes techniques la semaine dernière pour ceux qui suivent ça, mais quand on fait de grandes choses, on connaît de grands échecs, et quand on fait de petites choses, on a de petits échecs. Donc lui, il a eu un grand échec. Mais il y a un moment où, voilà, il faut être capable de mobiliser de l'argent. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que grâce à tous les dispositifs fantastiques qu'on met en place dans la région, on va avoir plein de créations d'entreprises, et puis au bout d'un moment, elles vont commencer à se déplacer géographiquement parce qu'elles auront un plafond de verre, et du coup le risque, et c'est un risque qui n'est pas théorique, parce qu'on a tous des exemples de ce type-là dans notre entourage, ces entreprises, elles vont finir par partir. Et ça, c'est dommage, parce qu'on aura au fond financé tout le début de l'entreprise, et puis on ne bénéficiera pas de sa phase de maturité. Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qui fait que ce cap-là n'est pas franchi? de deux éléments. Il y a toujours pareil, il y a un élément plutôt national et un élément plutôt local. L'élément national, c'est qu'on a une fiscalité qui est vraiment parfaitement calibrée pour tout faire pour que l'épargne s'investisse là où ça ne fait pas de croissance. Donc ça, c'est bien. Si l'objectif, c'est de ne pas faire de croissance, si l'objectif, c'est de faire de la croissance, il faut qu'on mette en place des dispositifs fiscaux qui orientent l'épargne vers les entreprises. Rexecode a fait un excellent rapport là-dessus. On a une fiscalité sur le capital en France qui est absolument délirante, qui est très élevée, qui est très importante et qui frappe vraiment les placements qui sont des placements risqués. Et donc, on a un énorme sujet fiscal. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a du capital investissement en France, mais il est assez mal réparti géographiquement. C'est-à-dire qu'il est très concentré en région parisienne et en Rhône-Alpes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capital investissement en région PACA, mais par rapport aux besoins, il n'y en a vraiment pas suffisamment. Et donc là, je crois qu'il y a une démarche notamment des pouvoirs publics qui consiste à travailler sur l'attractivité, non pas seulement des entreprises, ce qui est fait traditionnellement par les pouvoirs publics, hein, il y a des systèmes de welcome package, tout ce que vous voulez, c'est assez bien développé, mais je crois qu'il faut aussi arriver à draguer l'argent, à faire venir du capital investissement. Et dans votre région, je pense que c'est possible, parce que, comme je le disais, il y a vraiment un vrai terreau entrepreneurial. Il faut draguer l'argent. C'est la région qui drague l'argent à l'Europe, notamment. Par exemple, oui. Oui, mais l'argent privé aussi. Oui, l'argent privé. Nous, on a d'abord, effectivement, on a commencé par faire un travail de cartographie de l'existant, puisqu'il y a plus de 150 ou 170 structures associatives, entreprises qui sont dans le domaine du financement ou de l'accompagnement, avec peut-être 300 ou 350 dispositifs. Donc on n'y comprend plus rien. Alors on fait ce travail d'identification et puis on essaye de reconstituer la chaîne du financement pour créer éventuellement les outils qui manquent. Et l'outil qui manque, c'est l'outil en fonds propres. C'est ce que vous disiez, je partage complètement cette réflexion. De mon point de vue, ce n'est pas très difficile de trouver de l'argent quand on a un bon produit, un bon projet. Je crois qu'il n'y a pas d'entreprise qui a un bon projet aujourd'hui qui ne trouve pas à être financée.
En revanche, les entreprises de petite taille et taille moyenne ont des fonds propres insuffisants. Et les fonds propres insuffisants, c'est une vraie barrière au développement et à l'export. Et c'est là-dessus que nous travaillons, pour apporter une solution à ces entreprises qui ont besoin d'être mieux capitalisées pour asseoir un développement plus important et a fortiori un développement à l'export, puisque comme le disait très bien Frédéric, quand elles ne sont pas solides ici, elles ne vont pas à l'export et elles ont raison de ne pas y aller d'ailleurs. Que disent les représentants des entreprises? Oui, Allez-y. Je vais laisser la place au MEDEF, il m'a mis une molécule là qui m'empêche de parler. Je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Merci Alain. Juste deux réflexions là.